Ces 2 dernières années, il a poursuivi acharnement son rêve. Qu'importe les difficultés, Valentin Winator, judoka béninois, a su relever le défi de se présenter aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Même si le bonheur sur le tatami olympique n'a duré que quelques petites minutes, 3 minutes 31 secondes très exactement, le journaliste athlète a quand même vécu un moment extraordinaire. Et à ce jeu de questions-réponses auquel on va le soumettre, il y est très rompu, puisque comme je l'ai dit, c'est un journaliste lui-même. Il maîtrise les règles et les codes de l'interview, qui est le genre journalistique pas le plus facile, mais sans doute le plus difficile. Valentin, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Vous êtes né en Seine-et-Marne, oui. C'est dans le 77, comme on le dit. Vous avez 28 ans. Oui. Vous étiez judoka français jusqu'en 2022. C'est ça. Où vous avez décidé, barré par la concurrence, de représenter votre pays d'origine, le Bénin, afin de réaliser votre rêve olympique. Vous étiez aux Jeux Olympiques de Paris 2024, chez vous, à la maison, donc j'ai envie de dire. Le bonheur, comme je l'ai rappelé, n'a duré que 3 minutes 31 secondes sur le tatami. Est-ce que c'était à la hauteur de vos espérances? Non, c'est jamais à la hauteur quand on ramène pas de médaille, parce que quand on s'aligne sur une compétition, d'autant plus les Jeux Olympiques, en tout cas, moi quand je me lève le matin, j'ai que la médaille en tête. Donc ça a été assez frustrant de perdre sur ce combat-là. Après, j'ai envie de dire que c'était presque même que l'échauffement. Maintenant, je sais comment ça se passe, comment il faut se préparer. On avait fait les choses de la meilleure des manières, mais maintenant, avec l'expérience en plus, j'ai déjà le regard tourné vers 2028. Alors, vous avez toujours voulu honorer vos grands-parents, qui eux sont en Vendée. C'est d'ailleurs votre petit coin de bonheur. Chaque fois que vous avez envie de vous ressourcer, c'est là-bas que vous allez, chez vos grands-parents. Qu'ont-ils dit, Pépé et Mémé, à la fin de ces Jeux Olympiques pour vous? Ils étaient assez fiers. C'est pas des personnes qui expriment beaucoup leurs émotions, leurs sentiments. Mais ils ont embêté tout le monde, tous leurs voisins, pour leur dire de regarder les Jeux Olympiques. C'était leur façon à eux de dire qu'ils étaient assez fiers, je pense. Vous étiez porte-drapeau du Bénin. Vous avez toujours imaginé ce moment où vous serez sur la scène en train de passer vos parents devant leur télévision, ou vos grands-parents devant leur télévision en train de vous contempler? Oui, mes grands-parents et puis même tous mes amis. Il y en a qui sont venus sur les bords de la Seine, il y en a qui regardaient à la télévision, qui m'ont envoyé des photos, des vidéos. Donc c'était vraiment une fierté. C'était pas une aventure seulement personnel. On a été vraiment beaucoup dans cette aventure, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, des dizaines. Donc j'étais fier pour moi forcément, pour le pays, et même pour eux qui m'ont soutenu à travers les années. Et vous perdez face au 13e mondial. Il y avait une forme de logique quand même, non? Oui, sur le papier c'est logique. Après, moi je dirais toujours que je pense être capable de faire tomber tout le monde et de battre tout le monde dans la catégorie. Après, sur ce jour-là, il termine 5e, il bat 2 têtes de série derrière, des judokas mieux classés que lui-même. Donc il a fait une très grosse journée. Maintenant, si je le reprends demain, mon objectif sera toujours le même, le battre. Alors, votre préparation a été quand même une aventure humaine, j'ai envie de dire, que vous avez pris du plaisir à raconter à travers vos chroniques, puisque vous êtes aussi journaliste sur Radio France. Oui. D'ailleurs, comment on combine les deux vies, celle d'athlète de haut niveau et de professionnel des médias? Est-ce que c'est compatible? Pareil, sur le papier, pas tant que ça. C'est parce que le journalisme, c'est un métier qui peut prendre un peu de temps. Quand on part en reportage de l'autre côté du pays, qu'il faut quand même s'entraîner le matin assez tôt et le soir assez tard, c'est pas facile. J'ai dû ralentir petit à petit le travail. 4 mois avant les Jeux, je travaillais à temps partiel. 2 mois avant les Jeux, j'ai arrêté le travail complètement. J'ai repris qu'au mois de septembre dernier, parce que on peut pas s'entraîner 2 fois par jour du lundi au samedi, manger bien, dormir bien, voir ses médecins et travailler en même temps. Il y a juste pas assez d'heures dans la journée, donc à un moment il a fallu faire un choix temporaire, ralentir temporairement, mais il faut faire un choix à un moment. Et dans votre préparation, tout n'a pas été rose. Vous avez dû jongler entre les obligations professionnelles, vos entraînements, vos tournois que vous avez disputés parfois tout seul, sans entraîneur au bord du tatami. Vous étiez très épuisé physiquement, mentalement, nerveusement aussi. Parfois même vous avez craqué, laissant couler des larmes. À un moment donné, votre médecin vous a même dit que vous étiez en surcharge cognitive et vous a mis sous antidépresseur. C'est vrai. Qu'est-ce que ces moments représentent pour vous? C'est vrai, c'est des moments que j'attendais pas forcément, parce qu'en plus, dans le sport de haut niveau, on s'attend à ce que les sportifs soient presque des surhommes, soient capables d'encaisser toutes les charges. Moi, à la base, j'allais voir ce médecin juste parce que j'avais des soucis pour dormir. Je me réveillais assez fatigué. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent de passer des tests ou
je sais pas ce que j'attendais, mais pas qu'il m'annonce qu'il fallait prendre ces médicaments-là pendant 6 mois. J'ai commencé en janvier, de janvier à juillet, jusqu'aux Jeux Olympiques. Je m'attendais pas à ce diagnostic-là. Après, quand il m'a expliqué, je voyais effectivement, vous l'avez dit, tout n'a pas été rose, toutes les charges à gérer, financières, d'organisation, administratives, etc. Je me suis dit, ça ressemble beaucoup. Il a comparé ça avec une mère de famille seule qui pourrait avoir plusieurs enfants avec plein de choses à gérer. Il fallait arrondir les fins du mois. Ouais, c'est ça. Et il y a eu beaucoup de soucis donc financiers. Donc en découle plein de choses qui sont difficiles à gérer. Donc ce diagnostic-là est tombé. Bon, malgré tout, j'ai pas eu envie d'abandonner le projet. Encore une fois, j'étais bien entouré, donc on s'est adapté jusqu'à Paris, quoi. Et vous avez aussi découvert ces moments de compétition en Afrique où il fallait voyager et multiplier les escales, pas forcément pour le fun, mais parce qu'il fallait faire des économies, justement. Faut dire que vous avez mis beaucoup de vos sous dans la prépa, quand même. Oui, c'était une préparation à perte financièrement. Je pense que j'ai financé 80% de mes stages et compétitions. Le reste, c'était via des sponsors, parfois par le ministère ou la fédération, mais c'était un peu plus rare. Donc oui, j'ai perdu, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas dépensé beaucoup d'argent dans cette qualification. Oui. Vous avez aussi dû faire face à des compétitions mal gérées, les taxis en retard, ces moments où on vous dit il n'y a pas de resto ce soir, on va manger demain. N'est-ce pas? Oui, ça arrivait. Et il y a cette compétition aussi au Niger où vous avez déclaré que votre kimono était inutilisable après parce que c'était tout sale du fait du manque d'hygiène sur les lieux. Est-ce que tout ceci vous désole? Ce qui me désole, en fait, c'est plus que je vois que sur notre continent, il y a de quoi faire. Il n'y a pas de raison qu'on performe moins qu'ailleurs. C'est des discussions que d'ailleurs j'ai eues avec le ministère parce que je pense vraiment qu'on a de quoi faire. La compétition dont vous parlez là au Niger, c'est vrai que je pense que personne n'avait jamais vu une salle de compétition dans cet état-là. Et c'est dommage parce que c'est pas se rendre service que de proposer ce genre de compétition parce que ça nous aide pas. Nous, alors moi je parle avec une voix de binationale qui s'entraîne en France depuis longtemps, mais moi j'ai rencontré même des judokas béninois, ça ne nous aide pas, ou même judokas africains plus largement, à progresser et à performer. Je pense qu'on pourrait se retirer une épine du pied en se demandant comment on peut améliorer certaines infrastructures et les choses tout simplement. Alors, il est arrivé même pour des combats que vos adversaires dépassent le poids requis, parfois même de 100 grammes, et l'officiel dit ce n'est pas grave. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce combat. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré, c'est des choses que ce sont des cas, ce sont plusieurs cas. Ce sont des cas. Moi, j'ai un cas en tête, ça m'est arrivé de voir ça. Il se trouve que le combattant était de la même origine que la personne qui faisait la pesée. Bon, c'est des choses qui arrivent, sûrement en Europe aussi, peut-être que je n'ai pas vu. Ça fait partie de l'aventure de la qualification. Après, quand on est dans une compétition, bon, admettons que je vois ça. Ce qui est important, c'est de rester concentré sur sa compétition. On ne peut pas gérer les à côté. C'est d'ailleurs un travail qu'on fait avec le préparateur mental. C'est-à-dire que même, par exemple, quand il y a une erreur d'arbitrage ou qu'on estime qu'il y a une erreur d'arbitrage, il faut se poser une question. Est-ce que je peux changer ce qui se passe? Si la réponse c'est oui, dans ce cas-là, on le fait. Si la réponse c'est non, il ne faut pas s'en préoccuper. Moi, les décisions d'un officiel ou une erreur potentielle d'arbitrage, je peux pas le changer. Donc, il faut pas que je me fasse justice moi-même. Ça sert à rien et c'est pas possible et c'est pas mon rôle de toute façon. Alors, comment est-ce que vous appréhendez, on va dire, la compétition en Afrique? On s'imagine forcément, c'est pas les mêmes moyens qu'en Occident, c'est pas les mêmes moyens que dans d'autres parties du monde. En termes de talent, est-ce que les niveaux s'équivalent? Alors, première chose, en termes de moyens, alors c'est sûrement vrai. En revanche, il y a aussi beaucoup de compétitions. Je pense au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui est sûrement la compétition où j'ai vu le plus d'ambiance dans les tribunes. Même au Maroc où il y a des compétitions très bien organisées. Donc il faut pas faire une généralité. On est capable, je pense, d'organiser très bien les choses. Et ensuite, en termes de talent, oui, il y a indéniablement le même, voire peut-être plus, je sais pas, j'ai pas quantifié, mais au moins la même dose de talent que en Europe ou ailleurs. Je pense que la seule différence, c'est comment on exploite ce talent. Par exemple, en termes de psychomotricité, je sais qu'au ministère, on a envie dès le plus jeune âge de prendre les enfants et de développer leur habileté motrice, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc non, en termes de talent, on n'est pas
moins fort ou moins talentueux qu'ailleurs, ça j'en suis convaincu. Il n'y a vraiment pas de question, pas de débat sur ce point-là. Alors, est-ce qu'en 2022, lorsque vous décidez de représenter le Bénin avec comme rêve en tête d'aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024, est-ce que vous y croyez au fond? Oui. J'ai cette particularité-là, certains vont appeler ça peut-être de la folie. J'ai toujours cru et su que j'allais me qualifier aux Jeux Olympiques. Même avant 2022, ça a toujours été quelque chose d'ancré en moi. Je me réveillais pour ça, même avant que je fasse des compétitions internationales. Après, je savais que ce serait dur. Vous voyez, aux Jeux Olympiques, il n'y a que 30 qualifiés par catégorie, donc avoir sa place, la place coûte cher. On va d'ailleurs voir quelques images de votre combat, votre combat que vous avez eu à amener aux Jeux Olympiques. À ce moment, quand vous arrivez sur le tatami pour ce premier combat, sinon ce seul combat, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui défile dans votre tête? Toute la préparation, tout le temps passé, parfois des moments difficiles, c'est tout ça qui défile dans votre tête? Alors étrangement, juste avant de monter sur le tapis, pas tant que ça. C'est plus la veille dans le lit, quoi. Une fois que je suis dans ce qu'on appelle la chambre d'appel, juste avant de monter sur le tapis, il n'y a plus que l'envie de combattre et une forme de légèreté de se dire bon, c'est aujourd'hui que tout ce pourquoi tu t'es battu, les moments traversés, justement, ça c'est pour ça que tu l'as fait, et un sentiment de légèreté, surtout qu'encore une fois mes amis étaient soit derrière leur télé, soit dans les gradins pour beaucoup, donc juste la joie d'être là et d'atteindre cet objectif d'enfant. Vous avez déclaré que la salle était quand même assez surchauffée ce jour-là, mais vous n'entendez, vous, que la voix de vos amis? Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on est habitué, en tout cas en France, il y a un gros tournoi avec peut-être 15 000 places. Cette salle-là était un peu plus petite, c'était 5 000 personnes, je crois, avec un plafond un peu plus bas, mais les gratins étaient sur échafaudage. Donc, dès qu'il y avait des applaudissements ou qu'on tapait du pied, ça faisait une salle qui faisait vraiment beaucoup de bruit. Et pendant le combat, c'est vrai, j'ai entendu des personnes, mes amis sûrement, crier ou scander mon nom ou m'encourager. C'est un sentiment assez particulier de vivre ça, une salle qui vous encourage. C'est d'ailleurs une salle qui a boosté beaucoup d'athlètes français. C'était assez fou à vivre. Et qu'est-ce que vous retenez de tout ce parcours, Valentin? Là, pour l'instant, je retiens l'expérience parce que je vais m'en servir dans 4 ans. Et je retiens aussi, vous le disiez tout à l'heure, l'aventure humaine, ces gens-là qui m'ont accompagné, soutenu et qui n'ont pas lâché non plus. C'est-à-dire que moi, je suis allé au bout de mon rêve, c'est-à-dire que c'est presque logique, mais je remercierai jamais assez tous ces gens qui se sont agrégés à cette aventure et qui ont cru autant que moi, qui étaient aussi tristes que moi quand je perdais, aussi joyeux quand je gagnais des médailles. C'est assez émouvant de voir des gens extérieurs se prendre autant à votre jeu. Alors, pour vivre le rêve américain, dans 4 ans, Los Angeles 2028, il y a sur le chemin 4 championnats d'Afrique, 4 championnats du monde, des grands chelems. Vous, votre objectif, c'est d'intégrer le top 20 mondial avant 2028. C'est aussi un rêve que vous portez à bout de bras? Oui, parce que le top 20 mondial, ça veut dire une qualification directe pour les Jeux Olympiques. On se retire beaucoup de soucis. Et sur le chemin, 4 championnats d'Afrique, ça veut dire l'objectif d'être 4 fois champion d'Afrique. Ça, je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. J'ai terminé 2 fois 5e. Et sur les championnats du monde, c'est de bien figurer, c'est d'être classé et le maximum de médailles en grand chelem, en grand prix, en open sur le chemin pour justement grimper dans ce classement mondial. Alors, vous êtes issu de 2 cultures, vous êtes franco-béninois. Quand on porte sur soi, ou quand on est le fruit d'un métissage culturel, est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Je pense pas. Bon, il faudrait demander ça à soit des gens 100% français ou 100% béninois. Non, ce qui est compliqué en grandissant en France, c'est que on se sent parfois pas à sa place dans tel ou tel endroit. On cultive cette autre identité qui est plus loin. Donc le Bénin, moi, je n'étais pas venu depuis longtemps ici. Et même pendant cette qualification au jeu, j'entendais des voix où je voyais sur les réseaux sociaux de gens qui se demandaient, bon, un binational qui vient pour le pays, c'est seulement pour... par opportunisme. Et je peux entendre en plus. C'est vrai Est-ce que vous l'entendez justement bien sûr, c'est vrai que ça fait pas plaisir à lire, forcément, on va pas se mentir. Mais après, quand on réfléchit 5 secondes, qu'on prend un peu de hauteur, je peux entendre ces voix-là. Quel lien il a avec le Bénin, à part un passeport, etc.
Et puis je me suis posé, j'ai réfléchi et en fait, il faut savoir que combattre pour un pays, avoir le drapeau brodé sur le kimono, entendre l'hymne sur le podium, ça crée un sentiment de fierté de porter ce pays vraiment que j'avais même pas soupçonné, assez inestimable. Et même recevoir des messages d'enfants béninois ou franco-béninois pour le coup, me dira on te suit, on est fiers, on a envie de faire du judo ou envie de faire du sport. Nous aussi on veut faire du sport pour ce pays. C'est assez fou parce que en étant enfant, j'ai pas souvenir. Bon, moi j'étais supporter de l'OM, donc il m'a pas forcément plu toujours. Mais Stéphane Sessegnon, c'était la seule figure sportive que j'avais moi en étant enfant en France. Donc si on peut amener d'autres sportifs et d'autres symboles pour les enfants, moi je suis le plus heureux. Très bien. Alors vous êtes au Bénin depuis quelques jours, ouais. 10 jours pour enfin le séjour va durer 10 jours. Est-ce que vous prenez du plaisir actuellement? Oui, c'est assez incroyable. Déjà que ça fait 12 ans que vous n'y êtes pas venu. J'attendais beaucoup ce voyage, justement par le temps que ça faisait. Le Bénin a beaucoup changé depuis mes souvenirs d'enfance. Et je suis content de retrouver des paysages qui me sont familiers, des souvenirs d'enfance, de revoir des villes qui me sont familières, de revoir les musées, de revoir la plage, même des membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis des années. Certains que j'avais vus à Paris à l'occasion des JO, mais pas tous. C'est un plaisir vraiment incroyable d'être là. Et encore une fois, je vous parle de mes amis tout le temps, mais j'ai un ami qui est venu avec moi parce qu'il avait aussi envie de découvrir le pays, il avait aussi envie de me soutenir dans ces retrouvailles avec le Bénin. Donc non, je suis le plus heureux d'être ici. Il fait un coucou puisqu'il est dans le studio. Oui, c'est ça. Il est dans les loges, on va le dire ainsi. Il vous suit d'ailleurs actuellement, on lui fait un petit coucou, il s'appelle Lokman, c'est un de mes meilleurs amis, c'est aussi un kiné qui me suit en compétition. Et lui aussi, il a financé quelques voyages pour m'accompagner quand il fallait mettre du strap sur un coude ou un genou. Il est venu au championnat d'Afrique l'année dernière, au championnat du monde aussi, donc encore quelqu'un qui est très impliqué dans cette aventure. Il faut dire que cette année 2024, vous étiez beaucoup blessé. Oui. Autant en 2023, tout s'est très bien passé, autant cette année, il y a eu beaucoup de blessures. Ça s'explique assez simplement, c'est le corps la fatigue psychique qui se retranscrit par le corps, c'est-à-dire que dès que je suis un peu fatigué ou voire très fatigué, il y a un coude, un genou, une épaule qui se casse, entre guillemets, qui me dit calme-toi s'il te plaît. Très bien. Et quels sont vos rapports avec les autres judokas béninois? Alors je les ai assez peu croisés, si ce n'est au championnat d'Afrique de l'année dernière. On échange par les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, mais on ne se croise pas tant que ça en compétition parce que, encore une fois, ça coûte cher de sortir sur des compétitions à l'international. Donc pour l'instant, la fédération ne les envoie pas partout. On aurait pu se croiser aux Jeux africains l'année dernière, qui était au Ghana, mais j'étais blessé donc à cette époque-là, donc on ne s'est pas vu. On s'est vu au championnat d'Afrique seulement et puis sur les réseaux sociaux. Là, samedi, par exemple, on fait un atelier judo à l'occasion de la journée de l'enfant à Kadjioun. C'est les petites choses qu'on essaye de mettre en place pour créer une émulation autour du sport en général et du judo. Si les jeunes veulent faire du judo, moi je suis plus heureux. Et justement, pour l'aventure 2028, Los Angeles 2028, comment est-ce que vous comptez travailler en symbiose avec ces judokas locaux, sachant que vous êtes à 1000 lieues d'ici? Non, déjà j'aimerais bien pérenniser le fait de venir au moins une fois par an ici au Bénin. Et ensuite, c'est par des stages. On parle de stages souvent pour progresser. C'est le partage de connaissances et de compétences, c'est la clé. Sachant que même en France, il y a d'autres binationaux comme moi qui m'ont dit plusieurs fois, j'en ai 3-4 en tête, qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien concourir pour le Bénin. Donc on peut très bien créer entre les binationaux, les judokas d'ici, une équipe. Parce qu'il faut savoir qu'au championnat, il y a la compétition individuelle et à la fin, il y a une compétition par équipe. Le Bénin, pour l'instant, n'a pas de compétition, n'a pas d'équipe pour faire cette compétition. Mais moi, d'ici 1 an ou 2, si on était 5 pour créer justement cette équipe, ce serait magnifique. Parce que pour l'instant, à part le Sénégal, la Côte d'Ivoire et puis Maroc, Égypte, Tunisie, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont des équipes complètes. Très bien. Alors, Valentin Winator, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, peut-être, qui vous ont soutenu dans l'anonymat, dans cette aventure depuis 2 ans? Certains étaient très abonnés à vos chroniques, d'autres vous suivaient sur vos différents canaux digitaux, sur vos réseaux sociaux. Au bout, vous avez pu accomplir votre rêve, même si ce n'était pas de la façon dont vous aurez souhaité. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes-là? C'est ce que j'ai essayé de leur dire depuis tous ces mois. C'est peut-être un peu faible comparé à tout ce qu'ils m'ont apporté. C'est merci tout simplement parce que quand les moments où ça a été très compliqué, où vous savez,
quand on répond à des interviews, qu'on met une publication sur les réseaux sociaux, on essaye de faire en sorte que tout aille bien, etc. Bon, la vérité, c'est que quand vous êtes tout seul chez vous et que là, pour le coup, vous broyez un peu du noir, c'est différents messages, c'est ce qui m'ont permis de rester debout. Ces messages de mes amis ou des anonymes, comme vous l'avez dit, ce qui est encore plus fou quand on sait que quelqu'un qui vous connaît ni d'Ève ni d'Adam prend son téléphone et fait le choix de vous envoyer un message bienveillant. C'est un choix qui est assez émouvant, je trouve. Donc à part merci, je peux malheureusement pas faire beaucoup plus, mais sachez en tout cas que ça a été l'une des clés de cette qualification au JO. Valentin Winator, merci. C'est à moi de vous dire merci à mon tour. Merci à vous. Vous passez une excellente journée et bonne suite de séjour au Bénin. Merci beaucoup. Allez, vous pouvez visiter tout ce que vous voulez, partout où vous voulez. Faites attention à vous. Allez. 5 sur 7 matin, à suivre à présent les mots de Fabiola Deveau. Comme je vous l'ai dit, elle est la lauréate du concours national d'art oratoire. Quelques minutes d'échange et derrière, il y a le forum de discussion sur l'application TikTok. À tout de suite.